Bonjour à tous, bienvenue dans les Midis numériques. Aujourd'hui, le thème sera prestataire de service, qui fait quoi et comment gérer ses contrats. Hop là, j'essaie de... Non, j'ai passé une slide. Non, on s'en fiche. Donc, on vous rappelle, comme tous les mardis, on est en mode webinaire, donc vos micros et caméras sont coupés par défaut, mais vous pouvez très bien prendre la parole, soit en montant sur scène, soit dans le chat ou des questions. Donc, n'hésitez pas. On vous rappelle aussi que cette session est enregistrée et que vous pourrez la voir en replay sur notre chaîne YouTube, pour laquelle vous pouvez vous abonner. Vous aurez toutes les coordonnées à la fin et retrouver l'ensemble des sessions précédentes. Les intervenants du jour, donc moi-même, Philippe Passy, AIS, PACA et expert ANAP, Nadège qui n'a pas pu être là ou qui nous rejoindra peut-être durant la session, et Mehdi Yasmi, Orpea, et qui est également expert ANAP. Donc là, on essaye de se retrouver. On est au 31 mai, donc sur la gouvernance ici. La semaine prochaine, vous aurez la session sur l'offre de service du GRAD PACA et vous pouvez voir le reste du programme à découvrir jusqu'à la fin du cycle en juin, et après ce sera les vacances. Donc aujourd'hui, on va voir un peu les différents types de prestataires qui existent, quelques notions clés pour les contrats qu'il faut avoir en tête lors de vos négociations, et toujours les ressources, les questions, n'hésitez pas à les poser au fil de l'eau. Philippe, je te laisse la parole. Oui, merci. Donc, effectivement, la thématique qu'on se propose d'aborder aujourd'hui, c'est comment traiter avec les prestataires. La première chose que j'ai envie de mettre en avant, c'est que dans le monde du numérique, dans le monde des systèmes d'information, c'est un peu comme dans le bâtiment. On a différents corps de métier, tout comme dans la médecine. Voilà. Quand on dit informatique, c'est comme médecine, c'est comme bâtiment. On a tout un ensemble de métiers. J'en ai cité quelques-uns, c'est probablement pas exhaustif, mais on a des éditeurs de logiciels, hein, le BI que vous connaissez, l'outil RH que vous utilisez, l'outil pour la paye, la compta, etc. Donc, voilà, une première typologie de prestataires qui fournit une application, d'autres qui vont être là pour développer des applications à volonté, de l'expertise, du conseil, de la fourniture de matériel également, puis d'autres catégories autour du management de la stratégie. On a aussi de l'expertise qui va avec. Une autre famille qui est dans la maintenance et le support aux utilisateurs. On n'a pas les mêmes profils derrière. D'autres qui vont être plus spécialisés dans l'infrastructure réseau, la téléphonie et les fournisseurs d'accès Internet. Dans la lignée de l'Internet, les créateurs, les designers et créateurs de sites web. Une autre famille qui commence à grandir et qui appelle à des spécialités bien précises, c'est l'analyste de données, le data scientist, comme on le nomme en anglais. Donc voilà, c'est pas exhaustif, mais c'est bien pour brosser qu'il y a effectivement beaucoup de métiers et qu'on ne peut pas demander la même chose à un technicien de support utilisateur ou à un analyste de données ou à un éditeur ou à un expert infrastructure technique ou réseau. Donc ça, c'est le premier point important qu'il faut bien avoir en tête. Même si certains acteurs sont pluridisciplinaires, il y a de toute façon un technicien à un moment donné qui intervient et qui, lui, est le spécialiste de son domaine. On va passer en revue quelques-unes de ces familles-là, en prenant une que vous connaissez assez classiquement, hein, celle de la grande famille des fournisseurs de matériel, le poste de travail, ses périphériques et les serveurs, des fournisseurs de copieurs aussi, que vous avez régulièrement affaire, dans la grande famille des fournisseurs, le fournisseur d'accès Internet, le FAI, pour lesquels finalement une connaissance du secteur médico-social
relativement peu contraignantes. C'est plutôt à vous d'être vigilant, à ne pas vous laisser embarquer par des technophiles qui ont peut-être parfois tendance à vendre un peu plus que ce qui est réellement nécessaire. On va voir en toute fin, un peu de teasing, comment pallier à ce problème-là, savoir de quoi j'ai besoin et comment comprendre le devis qu'on me propose et être sûr de ne pas suracheter quelque chose dont je n'ai pas l'utilité. Une autre famille aussi qu'on retrouve classiquement dans les structures, ça va être autour de la maintenance et du support utilisateur. Ceux qui vont assurer la garantie, donc alors là, c'est plutôt votre fournisseur qui a vendu l'ordinateur, mais ça peut être le même, et c'est pas obligé que ce soit le même d'ailleurs, qui assure la prestation de maintenance, de maintien en condition opérationnelle, c'est-à-dire qu'il s'assure que tout soit à jour et tout soit OK pour que votre système, votre PC ou vos serveurs ou votre réseau soit opérationnel. Parfois, on intègre des notions de supervision. Idéalement, alors supervision, ça veut dire qu'on va mettre des petits agents, des petits bouts de programme un petit peu partout et à bon escient dans les éléments de l'infrastructure qui vont analyser et pouvoir remonter des alertes. Et le fait d'être proactif, eh bien, ça permet à votre prestataire de ne pas attendre que vous ayez, vous, constaté la défaillance, quelle qu'elle soit, d'un serveur ou plus d'espace disque sur le serveur. Ça va vous pénaliser, vous n'allez plus pouvoir enregistrer de documents dedans. Normalement, c'est quelque chose qui est supervisé au quotidien dans la maintenance, dans la MCO, le maintien en condition opérationnelle, mais ça peut se passer entre deux. Donc, une alerte qui remonte automatiquement au prestataire en disant « Attention, je suis arrivé à 80-90% d'espace disque », ça lui permet d'être proactif et de revenir vers vous en disant on a un petit souci d'espace disque, que faisons-nous avant de se retrouver bloqué à 100%, là, c'est un petit peu problématique. Voilà des exemples. Et pour ce type d'intervenant, j'ai envie de dire que la connaissance du métier, comme je l'ai écrit, elle peut impacter positivement ce type de prestation. Ça veut dire que finalement, c'est des problématiques là, sur ces thèmes-là qui sont assez transverses et qu'on retrouve de structure en structure, quelle que soit la nature d'activité. Pour autant, avoir bien compris quel est le métier du client, ça peut aider. Et pour aider le prestataire à comprendre vos priorités, ce qu'on essaye de faire régulièrement, c'est de mettre des engagements et des niveaux de service. En anglais, c'est le Service Layer Agreement, les SLA, qui permettent justement on reviendra dessus tout à l'heure, mais de positionner une attitude de votre prestataire face à un service donné. Si on reste sur le serveur, qu'est-ce que je dois faire, dans quel délai je dois intervenir. Donc voilà, il ne connaît pas exactement votre métier, mais il comprend que pour vous, le serveur, c'est indispensable. Il comprend que pour vous, le poste des éducateurs, si ça met 5 jours pour être préparé, ça peut vous satisfaire. Voilà, c'est ce genre de négociation et de mise au point qu'il faut avoir avec lui pour qu'il vous réponde de manière satisfaisante et pour qu'il équilibre un coût derrière de la prestation. Ça ne sert à rien d'être en J+1 ou en H+4 sur l'intégralité de votre système. Si pour vous, ce n'est pas nécessaire. On allège un peu, on précise d'autres choses, comme ça on obtient un niveau prestation-coût qui répondent à vos besoins. Une autre grande famille, ceux qui sont plutôt dans le management, dans la stratégie autour de votre feuille de route pour votre système d'information, un peu plus technique au niveau de l'architecture technique de votre SI, et puis la grande famille de l'assistance à maîtrise d'ouvrage sur le pilotage de différents projets, qui soient à la fois techniques ou fonctionnels, peu importe. Pour cette grande famille, je pense quand même que là, il faut avoir une bonne connaissance. C'est un incontournable. On ne peut pas piloter un projet DEI sans savoir ce que c'est qu'un DEI, sans savoir ce que c'est que
le fonctionnement d'un IME ou du MAS ou d'un ESAT. Avoir toutes ces notions en tête, c'est une plus-value absolument nécessaire du prestataire pour pouvoir piloter correctement le sujet. En termes de stratégie, c'est pareil. S'il n'y a pas une connaissance, en tout cas, ça devra passer par une prise en compte et des audits et des questions au préalable pour que la stratégie qui vous est proposée ne soit pas celle de la banque multinationale et corresponde vraiment à la structure dans laquelle vous évoluez, multi-établissement, mono-établissement, très sanitaire, très peu sanitaire, très social. Il y a plein de subtilités comme ça qui vont être absolument indispensables pour pouvoir vous apporter une vision stratégique autour de vos SI qui soit très pertinente. L'architecture technique, elle découle souvent de cette stratégie qui aurait été mise au préalable. Et là, c'est pareil, c'est intéressant quand même. L'input, ça va être la feuille de route préalable. Et puis là, quand même, c'est pareil, pour pouvoir ne pas déployer un système d'information de la NASA. Quand ce n'est pas nécessaire, c'est pas nécessaire. Donc, et à l'inverse, ne pas passer trop bas dans les prétentions, dans les exigences techniques, parce que finalement aussi, il y avait besoin d'une disponibilité H24 et on ne l'a pas vu, et du coup, on n'a pas prévu la situation, on n'est pas secouru, voilà, ce genre de subtilités qui font dire que pour cette catégorie, il faut quand même avoir affaire à des gens qui connaissent les interlocuteurs pour lesquels ils travaillent. Du coup, Philippe, ça veut dire quand même que sur l'architecture, il faut bien penser l'architecture avant de choisir son prestat et de maintenance, par exemple, ou même informatique. Oui, je pense qu'effectivement, si on doit faire une petite chronologie, on va se mettre au point une feuille de route, on va réfléchir à la stratégie qu'on veut obtenir, qu'on veut tenir sur notre système d'information et autour du numérique en général, qui va ensuite découler sur une architecture technique et fonctionnelle. Les applications vont pouvoir être incluses dans cette vue-là, mais on reste sur la technique là-dessus. Et ensuite, effectivement, on passera en mode exploitation et là, on fera appel à des services de MCO. Mais si on veut bien négocier son service de maintenance, il faut bien l'avoir pensé ses besoins de maintenance. Exactement. Une sous-famille, on peut dire peut-être de la précédente, qui précise un petit peu les choses, c'est l'expertise et conseil, mais pour laquelle je vais relativiser un petit peu si vous êtes vous-même en capacité de bien accompagner ce prestataire par rapport à ce que je disais sur le niveau d'exigence de la compréhension, de la connaissance des métiers. On a du coup sur les réseaux locaux, sur le RGPD, sur la sécurité des systèmes d'information et sur des expertises techniques. J'ai mis la virtualisation, l'administration Windows, l'administration d'un réseau. C'est des choses qui sont pointues dans leur métier. Donc on a un expert réseau, un DPO mutualisé. Bon, vous voyez, déjà, c'est deux métiers complètement différents. Et puis, voilà, un super technicien bien qualifié dans la virtualisation ou dans l'exploitation, en administration de Windows 2000, je ne sais combien. Ces gens-là sont très pointus dans leur métier. Il faut, là aussi, avoir juste le niveau, nous, de disponibilité pour leur expliquer l'importance ou le niveau d'exigence qu'on veut avoir. Mais avant tout, on a besoin d'un expert de l'administration Windows en face. Et c'est après, dans le dialogue qu'on va avoir avec lui, on va mettre au point les choses. Sur la cybersécurité, j'ai envie de dire, c'est tellement transverse que le conseil que vous apportera un expert en cyber, c'est assez facile, quel que soit votre métier. Voilà. Sur les réseaux locaux, là, il n'y a pas de question, hein, c'est tirer des câbles et mettre en place du Wi-Fi. Il faut qu'il soit un pro de ce domaine-là. Et on ne va pas demander typiquement à un développeur ou à votre créateur, votre designer, votre webmaster de s'occuper de cette partie-là. Ce n'est pas le même métier. Il va exploiter les réseaux, mais lui, savoir si c'est de la fibre monobrin, multibrin, du catégorie 5, 6, 7, j'en sais rien, du Wi-Fi 6 ou 5, il y a toutes les chances que
en sachant rien, votre propre développeur web. Donc voilà, pour ces métiers-là, une connaissance du métier, c'est un plus, et c'est à vous aussi, voilà, d'être avec eux, en dialoguant avec eux, de les mettre dans les bonnes conditions pour qu'ils vous amènent le juste niveau de technicité qui est nécessaire. Mehdi avait une question sur le déploiement d'une solution DUI. Enfin, dans le cadre d'un déploiement d'une solution DUI, est-il plus avantageux de prendre un fournisseur pour l'ensemble de la prestation ou dissocier chaque lot? Donc, ça voudrait dire le lot sécurité, le lot infra, le lot formation, le lot paramétrage, Ouais. toute cette partie-là. Il y a effectivement plusieurs dimensions dans ce que tu évoques. Moi, je pense que c'est pas le même métier. Un DUI, c'est l'éditeur. Lui, il va être en capacité de vous accompagner sur la mise en place de sa solution, le paramétrage de sa solution et la formation initiale des utilisateurs. Ça, c'est son cœur de métier. Il a une plus-value dans le pilotage du déploiement, mais je dis bien une plus-value. Ce n'est pas lui qui est responsable du pilotage, c'est bien vous, la maîtrise d'œuvre, la maîtrise d'ouvrage, c'est bien le client, et c'est au côté client qu'on doit avoir la maîtrise du planning, la maîtrise des actions qui sont faites. On va écouter les bons conseils et le retour d'expérience de notre éditeur, mais c'est à nous d'être décideurs. Et c'est là où on se dit, oui, mais moi, dans mon équipe, je n'ai pas cette compétence ou pas la disponibilité. Et soit on embauche ponctuellement, soit on fait aider par une AME. Donc voilà, l'éditeur a son propre métier et ce n'est pas lui qui ira tirer le câble qui manque. Ce n'est pas lui qui ira installer la borne Wi-Fi ou vous fournir la tablette. Peut-être que certains proposeront des tablettes, pourquoi pas, j'en ai vu. Mais l'important, c'est de le garder dans son cœur de métier et de dialoguer avec le fournisseur de la tablette, par exemple, pour dire c'est compatible Android ou c'est uniquement sur iOS, il me faut tant des caractéristiques techniques, il me faut tant de mémoire vive, il me faut tant. Ça, c'est le dialogue qu'il va y avoir entre l'éditeur qui va donner ses préconisations, ses prérequis, et le fournisseur du matériel derrière. Donc, mon conseil, c'est de bien faire intervenir les experts au bon moment, chacun ayant son propre métier. J'ai répondu à ta question. Ça a l'air d'être bon. Alors, il y a Marc qui fait il est important dans la rédaction du cahier des charges de rester très opérationnel et donc de se rapprocher des agents du terrain en croisant les besoins et les moyens humains disponibles. Ça, c'est sûr qu'il faut rester. C'est ça. Alors après, pêle-mêle, j'ai essayé de mettre en avant quelques notions qui m'ont paru importantes, mais là encore, n'hésitez pas à interagir et à en ajouter. Je n'ai pas la prétention d'avoir été exhaustif. La première des choses, elle peut paraître évidente, mais il faut qu'elle y soit écrite noir sur blanc. La confidentialité. Alors oui, l'administrateur système, c'est dans l'ADN, hein, c'est dans sa déontologie propre à son métier. Ben oui, il accède à l'intégralité de tout ce qui est stocké sur le serveur. Mais pour autant, il le sait, il ne doit pas divulguer ces informations-là. Bon, très bien, mais j'ai envie de dire, ça ne coûte rien d'ajouter une petite clause dans le contrat que vous avez signé avec lui, vous assurer que si c'est un contrat qui vous est proposé par le prestataire, que cette notion de confidentialité soit bien notée. On a du coup une clause obligatoire cette fois-ci sur la sous-traitance. Au terme de la RGPD, vos prestataires qui accèdent à ces informations sensibles, et on a toujours des informations sensibles sur ces serveurs, sur soit du personnel, soit des personnes accompagnées. Donc il faut une clause de sous-traitance. Réviser vos contrats si ça n'y est pas, ça pourra vous être fort utile si jamais il devait y avoir un souci quelconque.
D'autres notions comme l'engagement sur des délais de livraison ou des délais d'intervention. On va revenir sur les délais d'intervention. Mais les délais de livraison, c'est important aussi. On a vu trop de fois où oui, on vous livre la semaine prochaine, demain, et puis on se retrouve 3 mois après, on n'est toujours pas livré. Et là, pour le coup, ça touche tous les corps de métier qu'on a cités tout à l'heure, qu'au moment de la signature du contrat, il y ait une deadline de livraison qui soit un planning préétabli sur lequel le fournisseur s'engage un minimum. On peut bien sûr aller aussi jusqu'à prévoir des pénalités de retard, mais le minimum déjà, c'est d'avoir un délai contractuel qui vous permettrait de vous dégager de la commande au bout d'un moment, par exemple, si vous devez être trop défaillant. On a vite parlé des délais d'intervention. Son petit frère, c'est le délai de rétablissement. C'est bien beau d'intervenir en 10 minutes, mais si après il met 2 mois pour réparer l'ordinateur, ça peut ne pas vous aider des masses. Si votre éditeur de DUI met 30 minutes pour prendre en compte votre mail en accusant réception de votre demande, mais que la problématique n'est toujours pas résolue au bout d'une semaine, ça peut vous poser des soucis. Et ça, on va revenir dessus pour essayer de trouver le bon niveau, la bonne granularité. Les modalités d'intervention sont importantes aussi. On fait beaucoup de choses en prise de main à distance. Mais il faut que ce soit établi, il faut que ce soit écrit, et on va là-dessus être très attentif à ne pas laisser ouvert son système d'information à tous ses prestataires. Ce n'est pas open bar. Donc, même si on peut leur faire de la prestation à distance, il faut quand même qu'il y ait un minimum de sécurité et de garde-fous pour votre propre sécurité. Donc, typiquement, l'éditeur de votre solution RH n'a pas à accéder en H24 à votre SIRH. S'il doit le faire, il doit demander à ce qu'on lui ouvre une porte, à ce qu'on lui lance une application pour qu'il prenne la main. Cette notion que j'évoque là, elle est valable aussi sur la prise de main sur les postes de travail des utilisateurs. Il est pas interdit techniquement, pourquoi pas, on pourrait le faire, mais en termes de déontologie et en termes de... pour éviter tout un tas de problématiques fondées ou infondées, interdisez à vos prestataires de prendre la main de manière autoritaire sur les postes. Sans l'aval de l'utilisateur, c'est vraiment à proscrire. Alors, oui, ça pose des contraintes. Il faut que l'utilisateur soit là. Il faut que... Voilà. Mais, croyez ma propre expérience, c'est quelque chose de super important. Ça évitera simplement de dire « Ah oui, mais de toute façon, c'est open bar. C'est pas moi qui ai fait ça. C'est n'importe quoi. C'est open bar. C'est le prestataire. Il se connecte quand il veut. » Voilà. Ne serait-ce que pour contrer cette problématique-là, mettez en place avec votre prestataire des modalités d'accès au poste utilisateur. Parce que le technicien doit faire une mise à jour, il va relancer, il va redémarrer le PC, mais le travail n'était pas sauvegardé, il y avait 10 onglets d'ouvert, je ne sais plus lesquels c'était. Voilà, ce type de problématique, ça devient vite agaçant et ça peut poser des soucis avec vos utilisateurs. Donc pour éviter ça, on met en place des modalités qui autorisent, qui canalisent bien la façon dont les gens se connectent. Je vais essayer d'aller un peu plus vite. Le maintien de qualification des intervenants, c'est important, il y a du turnover chez eux, on s'assure que celui qui remplace soit aussi bien qualifié. La notion de reconduction est importante à l'avoir en tête. Si vous acceptez de la tacite reconduction, c'est une possibilité, mais notez-vous quelque part comment sortir de cette reconduction. Il y a des délais parfois de 2-3 mois pour dénoncer une reconduction tacite. Donc, même si légalement, ce n'est pas très autorisé, mais ça existe encore. Et la réversibilité, qui consiste à, une fois que le prestataire a terminé sa prestation, son contrat est fini, il doit vous rendre un certain nombre d'éléments. Pour continuer sur la thématique de l'intervention et du rétablissement, j'évoquais tout à l'heure ces deux notions de prise en compte et de résolution. Donc, le petit mot, c'est la GTI et la GTR, la garantie sur le temps d'intervention et la garantie sur le temps de rétablissement.
Et c'est là où on va pouvoir jouer avec ces fameux SLA, ces niveaux de service que vous allez mettre en place. Et j'ai volontairement mis plusieurs exemples assez hétérogènes. Avec votre prestataire qui assure la maintenance de vos postes de travail, vous allez décrire les grandes familles des outils et des moyens qui sont dans son contrat. Poste de travail administratif. Par exemple, vous pouvez vous contenter d'une prise en compte de la demande dans les 2 heures, puis une intervention en J+1 et une résolution en J+3. C'est-à-dire que potentiellement, le poste, c'est un exemple, c'est peut-être pas réaliste, mais si vous avez 2-3 postes au pôle administratif, ça peut marcher, j'en sais rien. Mais voilà, typiquement, c'est ce genre de choses qu'on va faire. Et puis, on va mettre la ligne postes médicaux, où là, on va resserrer un peu parce qu'on n'a pas beaucoup de postes dans ces services-là et que si on n'a pas l'accès à cet outil, mon infirmier ou mon infirmière ne peut pas faire son boulot. Sur le dossier de l'usager, qui est de plus en plus le cœur d'activité de l'ensemble de vos personnels, voilà, on va être un peu plus contraignant. On va dire il faut que quand je fais une demande, elle soit prise en compte en 30 minutes, de manière à ce qu'elle puisse être qualifiée, parce qu'après, il y a aussi une notion d'urgence en fonction de la demande. Hein, c'est tout n'est pas. Si c'est rajouter une virgule, ce n'est pas grave. Par contre, si c'est une notion grave, ben, on veut qu'il y ait une intervention dans l'heure et une résolution en 4 heures. Voilà, et donc il faut avoir cette petite gymnastique. Normalement, ils sont tous habitués à faire ça. Hein, quand on parle de GTR et de GTI, de GTR, c'est quelque chose qui doit faire écho dans leur pratique. La réversibilité, on a touché un mot tout à l'heure. Ben, c'est important. C'est vos données, ce sont vos données techniques ou les données matérielles. Donc, c'est absolument à prévoir dans le contrat. C'est pas parce qu'on met ça aujourd'hui à la signature du contrat qu'on est tout de suite à la fin et qu'on va se quitter fâché. Mais des fins de contrat arrivent et si on a écrit ça gentiment, posément dès le départ, ben, ça évite des déconvenus quand la bise sera venue. Donc, sur les données propres, alors on a un petit point d'attention, hein, quand on est en mode SaaS, quand vous êtes utilisateur de la solution d'un éditeur, la réversibilité, elle est obligatoire. C'est pareil, c'est RGPD, hein, c'est obligatoire, il n'y a pas à discuter. Les données vous appartiennent, vous n'avez pas la propriété de l'application, mais par contre, les données sont à vous. Donc, la clause de réversibilité est obligatoire. Vous vérifiez comment elle se matérialise, mais elle est obligatoire. Sur les choses un peu plus techniques, donc pensez à écrire qu'à la fin, le prestataire vous communiquera les comptes administrateurs et mots de passe associés, parce que ce n'est pas toujours admin, hein, le mot de passe. On s'en fout. Et en tout cas, j'espère que ce n'est pas admin et change me, comme on trouve beaucoup par défaut. Et puis, c'est peut-être plus rare, et malheureusement, mais parfois, ils ont un dossier d'architecture et un dossier d'exploitation. C'est une bonne pratique. J'espère que la majorité de vos fournisseurs pourront vous proposer ça. C'est pareil, c'est quelque chose qui doit être dans la clause de réversibilité pour que le prochain puisse prendre dans de bonnes conditions. C'est vraiment assez important. Voilà ce que j'avais essentiellement à vous dire. Pour aller un peu plus loin, comment avancer là-dessus, il y a une notion de référent informatique qui paraît assez intéressante quand on est dans une structure pluri-établissement, mais pas seulement. C'est quelqu'un qui peut avoir un petit vernis technique qui va pouvoir peut-être assurer un premier niveau d'intervention, vérifier les basiques, hein, le poste est bien alimenté, le bouton marche arrêt, c'est OK. Quelques petites manips un petit peu simples, mais qui permettent souvent de régler des problèmes bêtes, qui va être un relais auprès de vos différents intervenants et qui, lui, va savoir, oui, alors ça, c'est pas un problème avec ton ordinateur, c'est un problème avec le dossier d'usager.
Ce n'est pas un problème avec la messagerie, c'est un problème avec le réseau. Et avoir juste cette petite compréhension et être en capacité de faire appel au bon prestataire. Donc ça, c'est assez intéressant. Ça peut être un temps dédié sur ces 35 heures en réserve, 2 heures par semaine, ça peut suffire pour avoir cette petite approche. Dans les bonnes pratiques, on peut imposer ou en tout cas retenir des prestataires qui vont vous parler d'ITSM et d'ITIL. Ce sont des bonnes pratiques pour la gestion, le maintien en condition opérationnelle et la gestion technique de votre système d'information. Donc, si un prestataire vous parle de ça, c'est plutôt un point positif. Si quand vous voulez en parler, il vous regarde avec des grands yeux, bon, c'est peut-être qu'il n'est pas tout à fait up-to-date. Un point d'attention, notez bien vos dates de renouvellement de contrat, on l'a dit tout à l'heure. Inventorier et superviser, même si vous n'avez que 10 PC, un petit inventaire du coup qui peut être tout simple sur Excel, mais qui vous permet d'avoir une bonne vision de votre parc informatique, la version du système, etc. C'est toujours important, notamment quand on va avoir des problématiques autour de la cyber. C'est bien de savoir où on en est. Et puis comptablement aussi, je vous ai dit tout à l'heure que superviser de manière proactive, c'est intéressant. Il y a des solutions gratuites open source autour de GLPI, de Centrion, qui permettent de faire plein de choses assez sympathiques. En teasing également, avec mes collègues de la NAP, nous travaillons sur la mise au point d'un guide pour choisir son poste de travail. Donc, il devrait être publié normalement courant juin, si je me souviens bien, et ça vous permettra d'avoir un peu des éléments pour choisir le bon niveau d'équipement sans s'embarquer dans des choses trop techniques. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je ne sais pas si vous avez des questions complémentaires. Et si ce n'est pas le cas, je vous rappelle nos quelques événements à venir. Demain matin, dernier temps sur le plan SMS numérique, on va reparler de l'équipe projet. Ça va faire écho à la question que Mehdi posait tout à l'heure. L'équipe projet et l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Il y a encore des places. Vous pouvez venir, c'est à 9h demain matin en visio. Le 7 à midi, c'est la prochaine session des midis numériques. Et le 8, notre groupe de travail en présentiel à Aix-en-Provence. On va parler de différents sujets autour de la mutualisation et de notre système d'information et de l'attractivité du secteur. Un petit rappel aussi avec mes collègues du grade de Pasquale, de Grive et de Capsi. On vous propose une matinée sur 4 thématiques: identito-vigilance, le nouveau référentiel d'évaluation, un escape game autour de la cybersécurité, et puis la stratégie, le virage numérique en santé, repasser en revue un certain nombre d'éléments. 3 dates pour être au plus proche de vous: le 15 juin à Gap, le 27 à Brignoles et le 29 à Marseille. Les inscriptions sont gratuites, mais on vous demande de bien vous inscrire avant pour organiser tout ça. Il y a la possibilité de déjeuner ensuite avec nous. Voilà ce qu'on avait à vous dire pour aujourd'hui. Je pense qu'il ne vous reste plus qu'à vous remercier, vous souhaiter un bon appétit et vous dire à demain pour ceux qui seront là et à la semaine prochaine pour le prochain épisode dès midi. Au revoir. Au revoir.